Tu vois, moi, quelqu'un qui tombe malade du travail, ça me vrille le ventre, quoi. Tu vas aussi avoir en toi un dialogue intérieur qui va te dire « je suis nul, je suis pas assez, je suis nul, je suis pas assez ». Ça fait que tu n'exprimes jamais tes émotions, donc tu n'exprimes jamais tes besoins. Donc on a ce trio de drivers qui fait que quand t'as ça, t'es une poudrière. Tu vois, moi, quelqu'un qui tombe malade du travail, ça me vrille le ventre, quoi. C'est vraiment un truc, je me dis, mais on n'a pas à faire ça. Et surtout, tu vois, le fait de devenir père, ça m'a fait mettre aussi un peu de plomb dans l'aile, dans la tête, pardon, pas de plomb dans l'aile. Me dire, est-ce que c'est ça que j'ai envie de montrer à ma gamine? Un papa en burn-out? Ouais, puis que Ou une société en burn-out? Et être adulte, c'est être malade de son travail. Et je me suis dit, est-ce que je peux pas lui offrir un modèle où, non, être adulte, c'est kiffer sa vie, quoi. Donc, je me suis orienté là-dessus et depuis maintenant pas mal d'années, je ne fais plus que ça. J'accompagne les gens en burn-out. D'accord. Et alors, si on fait un petit pas en arrière, Yes. qu'est-ce qui fait justement qu'on se tombe malade du travail? Comment t'as dit? C'est quoi l'expression que t'as utilisée? Tomber malade de son travail, ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on tombe malade de son travail? Alors, on a fait un sondage sur à peu près 50 000 personnes. D'accord. Et on a posé cette question. Pourquoi vous êtes entré en burn-out? Les réponses sont toujours les mêmes. Toujours. Trop de pression, trop de travail, un manque de reconnaissance. Tu vois, c'est la promotion alors que j'ai travaillé beaucoup, elle est arrivée chez Michel alors que Michel il n'en foutait pas une. Et le stress. Ça, c'est vachement important à comprendre. Attends, est-ce que tu peux répéter juste? Trop de travail. Trop de travail, donc la quantité. Ouais, exactement. Volume quand même. Trop de pression. La pression. Trop de manque de reconnaissance. Reconnaissance. Trop de stress. Stress. Voilà. Okay. Ça, c'est les causes externes. C'est ce que voient les gens. Tu vois, les gens, quand ils sont en burn-out, ils vont pointer du doigt l'extérieur. Mon manager, il était méchant. Le travail, il était trop machin. Ça, c'est les causes externes. Mais si on va aller regarder un peu en profondeur, il y a un profil de personnes qui tombent en burn-out. Et moi, ce que je défends... Et c'est toujours les mêmes? Toujours les mêmes. Moi, ce que je défends... Il y a des gens qui sont immunes au burn-out? Ouais. D'accord. T'as un cas de figure où dans un bureau, t'as deux personnes, ils ont le même manager qui est aussi débile, ils ont la même quantité de travail, mais il y en a un qui rentrera pas. Ça, c'est très intéressant. C'est impressionnant. Et je le dis parce que tu vas l'expliquer mieux que moi, mais je le pressens, donc pour clarifier pour les gens qui voudraient mal interpréter ce qu'on est en train de dire, on n'est pas en train de faire culpabiliser la personne d'être rentrée en burn-out et de lui dire c'est toi qui es con non, pas du tout. parce que tu t'es laissé aller en burn-out. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a un profil psychologique de gens qui ont cette immunité quelque part. Complètement. Et je suis sûr qu'on va aller là-dedans pour l'expliquer, mais d'abord je voudrais qu'on continue sur le pourquoi les gens tombent en burn-out externe et interne. Du coup, c'est quoi les causes internes? Oui, en fait, le travail, si tu veux, c'est l'étincelle. Mais si t'as pas un pétard à la base, tu peux mettre une étincelle, ça n'explosera jamais. Le pétard, c'est quoi? C'est l'éducation. D'accord. Alors, petit moment de suspense, les gens vont se dire, mais c'est quoi le rapport? Quand tu vas grandir, quand tu es enfant, tu as en toi une énorme peur. On va naître avec cette peur-là en nous, c'est depuis que le monde est monde, depuis que tu as remarqué que les bébés humains, ils sont pas finis, ils ont pas de dents, ils ont pas de poils, ils peuvent pas se défendre tout seuls, ils ont besoin d'être protégés par un adulte. Et donc, faut imaginer que dans notre inconscient d'enfant, on va avoir une peur fondamentale qui va être la peur d'être abandonné. Si t'es abandonné, en gros, t'es mort. Donc la nature, le bon Dieu, tout ce que tu veux, l'univers a mis dans ton petit corps d'enfant cette peur. Tu sais, c'est comme quand tu achètes un ordinateur et qu'il y a un programme par défaut. Voilà. Donc il y a en toi cette peur. Cette peur d'être abandonné, elle va être nourrie dans ton enfance parce que tu vas entendre de la part de tes parents, de tes proches, bref, de ces protecteurs. Que ce soit un prof, que ce soit un parent. Et ils vont injecter leur propre peur à eux aussi. Ils vont injecter leur propre peur à eux, mais ils vont injecter dans ton code source des modes de fonctionnement par défaut avec lesquels tu vas grandir. Je te donne 3 exemples, parce que ce sont ces 3 éléments-là qu'on retrouve systématiquement chez les personnes qui sont en burn-out. Systématiquement, c'est-à-dire vraiment. Un enfant qui va naître, qui va grandir, qui va ramener de l'école un 18 sur 20, et qui va rentrer en disant tout fier à son papa ou à sa maman, regarde, j'ai un 18, et son père ou sa mère lui dit, t'aurais pu mieux faire. L'enfant, dans sa tête, il va pas comprendre. L'enfant, dans sa tête, il va dire, je ne suis pas assez bien pour être aimé, pour être accepté, pour être validé. En gros, donc, je peux être abandonné si je suis pas au top, si je suis pas à 20 sur 20. Voilà, exactement.
Donc il va grandir avec inconsciemment en lui cette espèce de recherche de la perfection. Je suis pas assez, je suis pas assez, je suis pas assez. À 18/20, on te dit tu peux mieux faire. Le gamin, il va grandir avec ça. Et à l'âge adulte, il va devenir perfectionniste. C'est le gars qui va faire plaisir aux mouches, tu vois, qui va aller se donner à fond pour quelque chose qui est déjà très 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 bien. Il va aller chercher le point supplémentaire. Tu vois, la loi de Pareto, c'est le moment où tu t'épuises. C'est les 20% restants où tu vas mettre 80% d'énergie. Donc tu vas t'éclater. Par ailleurs, quand tu as ce truc-là, tu vas aussi avoir en toi un dialogue intérieur qui va te dire « je suis nul, je suis pas assez, je suis nul, je suis pas assez ». Alors ça, c'est toujours la première ou c'est déjà la deuxième ? Toujours la première. Okay. On appelle ça, si tu veux, ça c'est en process.com, on appelle ça un driver. C'est un espèce de petit bout de code avec lequel tu vas grandir. C'est le driver, soit parfait. Soit parfait. Voilà. Donc encore une fois, c'est pas la même chose que ce qu'on appelle en langage courant, le perfectionnisme. C'est un truc de psychologie. Exactement. Ça va mener au perfectionnisme. Qu'on appelle le driver, soit parfait. Qui mène au perfectionnisme. Mais qui mène aussi à la maltraitance en permanence. Parce que dans ma tête, je me considère toujours comme incomplet, non parfait. Donc... La maltraitance de soi vers soi. Exactement. La mésestime. Les gens en burn-out, ils ont généralement une estime d'eux-mêmes qui n'est pas géniale. Ils ne se considèrent jamais suffisamment bien parce que dans leur enfance, on leur a jamais dit « je t'accepte tel que tu es » en fait. Et donc ils ont ancré en eux ce driver, soit parfait, je suis jamais assez bien, je dois toujours en faire plus. Et du coup, là-dedans, ma valeur découle de la perfection. Exactement. Or, la perfection est un standard inatteignable, donc ma valeur n'est jamais validée en fait. Exactement. Un exemple classique... C'est un truc de hamster en fait, c'est la hamster wheel quoi. Exactement. Puis alors un exemple classique que tu peux voir, c'est tu prépares un super dîner, t'invites des amis, tu fais un super gâteau, tes amis sont super contents, ils passent leur temps à te dire « Putain Nico, ton gâteau, t'étais génial, etc. » Et toi... Ah non, il est raté, j'aurais dû le faire cuire 2 minutes de plus. Tu vois le truc, c'est que le truc, il est parfait. Mais toi, tu le considères comme imparfait. Et donc, comme on dit souvent, prends le signe de reconnaissance. C'est-à-dire qu'on lui fait le signe de reconnaissance, le compliment, donc. Ton gâteau est bien. Et le gars, au lieu de le prendre, il dit non, il aurait dû cuire un petit peu plus ou il est pas assez cuit, machin. Exactement. Et ça, c'est vraiment le problème des gens en burn-out, c'est qu'ils vont toujours se considérer comme incomplets, imparfaits, donc insatisfaits d'eux-mêmes. Ça, c'est le premier driver. Donc en fait, la pression externe, elle vient s'infiltrer dans ce point faible. Bien sûr. En fait. Donc il y a le terrain pour que... Exactement. C'est combustible, comburant. Tu peux pas faire péter un pétard si tu as juste une étincelle mais que tu n'as pas le pétard, quoi. Le deuxième driver... c'est quand tu entends dans ton enfance des choses qui te font considérer que il faut que tu sois fort. Je te donne des exemples. Ça, c'est le deuxième driver, on appelle ça le driver sois fort. Quand tu es petit, que tu as besoin d'aide et que tu vas voir ton père, ta mère et que tu entends des choses du style « dans la famille, on se plaint pas. Dans la famille, on est des costauds. Dans la famille, on ravaille nos larmes. Dans la famille, on serre les dents. On avance. » Tu penses en grandissant que tu ne seras accepté, validé, aimé que si tu te tais, que tu prends sur toi. Celui-là, il est terrible. Parce qu'à l'âge adulte, quand tu as ce driver soit fort, ça fait que tu n'exprimes jamais tes émotions, donc tu n'exprimes jamais tes besoins. Donc, par extension, tu ne sais pas déléguer. Par extension, tu ne sais pas demander à l'aide. Ce truc-là, il est terrible. Pourquoi ? Parce qu'une personne en burn-out va attendre le bout de l'épuisement sans jamais demander à l'aide, mais c'est à ce moment-là qu'elle va craquer. Une personne qui n'a pas le driver soit fort en elle, elle demanderait de l'aide d'abord. Elle s'arrêterait, elle irait voir un médecin, elle dirait « Excusez-moi, là j'ai vraiment besoin parce que je m'en sors pas ». La personne en burn-out, étant donné qu'elle a ce driver soit fort en elle, elle a le dos large, elle prend sur elle, elle serre les dents. Une fois, ce qui est dans une certaine mesure une force. C'est-à-dire qu'il y a de la résistance au stress en réalité. Bah oui, mais justement elle va l'encaisser tellement fort qu'elle c'est une force, mais en même temps, tu sais, c'est la force du guerrier qui ne va pas sentir sa blessure jusqu'au moment où j'ai plus de sang, je meurs en fait. C'est vraiment ça. Je te donne un exemple qui nous est arrivé chez une patiente une coachée qu'on a accompagnée. Moi, elle m'a dit, tu sais ce qui s'est passé quand j'avais 8 ans, j'ai ma sœur de 6 ans qui est décédée. Et je voyais mes parents qui étaient tellement malheureux que je pouvais pas en rajouter une couche, donc j'ai serré les dents, j'ai rien dit, je pleurais pas. Fallait que je sois forte. À ce moment-là, à un âge où ton cerveau il est vraiment comme un terrain fertile, tu ancres ça en toi, tu grandis avec le côté allez, c'est moi qui encaisse, c'est moi qui porte tout le monde. Les gens en burn-out, ce sont des gens forts. Il n'y en a pas un qui est faible. On croit que le burn-out c'est la maladie des faibles, c'est la maladie des forts.
Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que ça se reporte généralement sur le physique. Et c'est là où tu vas voir que c'est vachement marrant, parce que... Pas marrant. C'est là où on va se rejoindre avec ce que tu proposes, c'est que je suis fort. Mon inconscient, il comprend, j'ai le dos large, il faut que j'encaisse. J'ai les épaules larges. Il comprend qu'il faut que je prenne ma place, que je fasse le poids pour. Et tu vas remarquer que très souvent, il va leur faire prendre du volume corporel. J'ai le dos large, je suis fort, j'encaisse. Et on va avoir des gens qui vont prendre du poids. D'accord. Je savais pas que c'était... Parce que psychologiquement, il y a ce driver soit fort en eux. Et quand on va travailler ce driver soit fort, tac, c'est là où ils vont commencer à perdre leur poids. C'est marrant, hein. Intéressant. Mais tant qu'il y a le côté, il faut que je fasse le poids, il faut que j'encaisse, bim. Et puis il y a un troisième driver. Dis-moi. Le driver fait plaisir. Allez, fais plaisir à mamie, mange ta soupe. Allez, fais plaisir à maman, ramène-lui une bonne note. Allez, fais plaisir. Le gamin comprend que il ne sera aimé, validé, accepté que s'il pense aux autres avant de penser à lui. En grandissant, je pense d'abord à mes équipes, je pense d'abord à mes clients, je pense d'abord à mes managers, je pense ensuite à mes enfants quand je rentre chez moi. Et puis quand il est minuit et demi, 1h du matin, que tout le monde est couché, que tout le monde a mangé, que tout le monde... Je peux peut-être penser à moi, mais je m'écroule en fait. Et en plus, tu dis, bon, alors là, je vais vraiment prendre une petite pause. Ah non, mais il faut que je fasse cette... Bon, allez, je passe mon appel. Ouais. Et tu fais ton call, alors que tu t'étais dit, je prends une demi-heure. Ils peuvent pas. Et dès qu'il y a un truc extérieur qui arrive, tu fais ce call de boulot. Oui, parce que sinon, ils culpabilisent, en fait. Si tu les sollicites, s'ils savent, mon Dieu, je pense à moi, alors que je pourrais être avec mon fils, le déposer au foot, être avec ma fille, la déposer... Non, je vais culpabiliser. Donc, on a ce trio de driver qui fait que quand t'as ça, t'es une poudrière. Et surtout les trois en même temps. Alors là, c'est... Le 3 en même temps, c'est pour moi, c'est le 3. Si t'as les 3 drivers, t'es potentiel. T'as une cible. Ouais. Tu feras un moment, si le facteur extérieur, bien sûr, si ton travail il est cool, tu feras peut-être pas de burn-out, mais si t'as un manager un peu casse-couille, si t'as un travail un peu stressant, là tu risques d'être une bombe à retardement.